L'émission Carnet de route se place au croisement des cultures chinoises et non chinoises en vous ouvrant les portes d'une Chine multiculturelle. Rubrique tourisme et culture décrypte pour vous les traditions ancestrales et les tendances plus actuelles. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Carnet de route. Je suis Manon et aujourd'hui nous poursuivons notre série de découvertes des anciennes capitales de la Chine. Ces joyaux historiques qui témoignent de la grandeur des dynasties passées. Pour nous quitter dans ce fascinant voyage dans le temps, je suis toujours avec mon collègue Rocco. Bonjour Rocco. Bonjour Manon, bonjour à tous nos auditeurs. C'est encore une fois un plaisir pour moi de partager avec vous ma passion pour ces villes extraordinaires de l'histoire impériale de la Chine, des lieux qui nous permettent de toucher du bout de doigt l'histoire de la Chine à travers des siècles. Et Rocco, dans nos deux émissions précédentes, on a présenté plusieurs anciennes capitales chinoises comme Xi'an, Luoyang, Kaifeng. Il nous reste encore une ancienne à explorer, Beijing. L'actuelle capitale, bien qu'elle soit moderne, elle possède un riche patrimoine historique, n'est-ce pas, Rocco? Comme vous avez séjourné longtemps à Beijing, donc... Tout à fait, Manon. Beijing a été la capitale de la Chine de façon presque continue depuis la dynastie Yuan au XIIIe siècle. Les Mongols, sous la direction de Kubilai Khan, petit-fils de Genghis Khan, ont établi leur capitale à Beijing en 1271, l'appelant alors Dadu, grande capitale. C'est à cette époque que la ville a acquis sa structure de base avec un plan rectangulaire orienté selon les points cardinaux. Mais quand elle a atteint sa forme actuelle? C'est sous les dynasties Ming et Qing qu'elle a atteint sa forme actuelle avec ses palais impériaux, ses temples et ses jardins qui témoignent de la puissance et de la sophistication de la Chine impériale. L'empereur Yongle de Ming a considérablement reconstruit et agrandi la ville au début du XVe siècle, établissant la structure urbaine que nous connaissons aujourd'hui, avec la cité interdite au centre, entourée de la cité impériale, puis de la ville intérieure et de la ville extérieure. Et après les Ming, c'est la dynastie Qing. Est-ce que Beijing a continué à évoluer au niveau de sa structure? Bien entendu, Manon. Sous la dynastie Qing, 1644-1912, Beijing a continué à s'embellir avec la construction de nombreux temples, parcs et palais. Les empereurs mandchous, bien qu'étant étrangers venus du nord-est de la Chine, ont adopté et promu la culture chinoise traditionnelle tout en y ajoutant leurs propres éléments. Aujourd'hui, Beijing est une métropole moderne de plus de 21 millions d'habitants avec des gratte-ciel, des centres commerciaux luxueux et des infrastructures de pointe. Mais sous cette modernité se cache une ville historique d'une richesse extraordinaire qui raconte l'histoire de la Chine impériale des derniers siècles. Donc Beijing fait partie importante des anciennes capitales chinoises. Je pense que la plupart de nos auditeurs devraient connaître les sites historiques de Beijing. Et Rocco, quels sont les sites historiques incontournables à Beijing si on vient à Beijing pour la première fois? Le site le plus emblématique est sans aucun doute la cité interdite, le plus grand palais impérial au monde. Construite entre 1406 et 1420 sous la dynastie Ming, elle a été la résidence de 24 empereurs de dynastie Ming et Qing. Le complexe couvre 72 hectares et comprend 980 bâtiments avec 9999 pièces. Là, il y a une petite histoire. La légende raconte que le palais céleste en compte 10 000 pièces et que l'empereur, en tant que fils du ciel, ne pouvait pas avoir autant de pièces que le ciel. Oui, allez-y, Rocco. Cité interdite est divisée en deux parties. Lesquelles? Il y a la cour extérieure où l'empereur exerçait son pouvoir politique
et la cour intérieure où il vivait avec sa famille. Ah, d'accord. L'architecture suit des principes traditionnels chinois stricts avec une symétrie parfaite selon un axe nord-sud. Les principales salles comme la salle de l'harmonie suprême où l'empereur donnait audience sont situées sur cet axe central. Ce qui rend la cité interdite le plus grand palais impérial du monde uni, c'est quoi, Rocco? C'est son état de conservation exceptionnel. Mhm. Vous allez voir, remarquer que les bâtiments ont conservé leur toit de tuiles jaunes, couleur réservée à l'empereur, leurs colonnes rouges et leurs décorations ornées. Les collections du musée du palais, qui occupe maintenant la cité interdite, comprennent plus d'1 million d'œuvres d'art et d'artefacts de la Chine impériale. Ah, ça mérite d'être visité, hein? Oui, surtout, Il faut mettre combien de temps pour la visite du palais impérial? En tout cas, il faut toute une journée entière pour essayer de visiter ces palais de fond en comble. Et le meilleur moment pour y aller est tôt le matin dès l'ouverture pour éviter les foules. Là, tout au long de l'année, hein, plein de foules. Il y a toujours des bains de foules. Et pour les amis qui visitent pour la première fois ce palais impérial, n'hésitez pas à vous éloigner de l'axe central pour explorer les cours et les palais latéraux qui sont souvent moins fréquentés et tout aussi intéressants. Et j'imagine que la cité interdite n'est pas le seul palais impérial à Pékin, non? Oui, vous avez tout à fait raison. Beijing compte plusieurs autres résidences impériales, dont le palais d'été, qui est un chef-d'œuvre de l'art des jardins chinois. Situé à la périphérie du nord-ouest de Beijing, ce vaste complexe de 290 hectares était la résidence d'été des empereurs Qing qui venaient y chercher la fraîcheur pendant les étés chauds et humides de Beijing. Le palais d'été actuel a été principalement construit sous le règne de l'empereur Xialong au XVIIIe siècle, puis reconstruit et agrandi par l'impératrice douairière Cixi à la fin du XIXe siècle, après avoir été gravement endommagé pendant la Seconde Guerre de l'Opium. Le lac Kunming, qui occupe les 3/4 du site, est dominé par la colline de la longévité sur laquelle sont construits des temples et des pavillons. Ah, il y a tout, hein, le lac, Oui, les temples, les pavillons. Les longs corridors, une galerie couverte de 728 mètres de long, décorée de milliers de peintures, qui est particulièrement remarquable parce qu'on y trouve également des bâtiments de style européen. De style européen? Comme le bateau de marbre construit en marbre blanc sur la rive du lac, témoignage de la fascination de l'époque pour l'architecture occidentale. La meilleure saison pour visiter le palais d'été? Oui, le palais d'été est particulièrement agréable au printemps, lorsque les sols sont verts et les fleurs en bloom, ou en automne, lorsque les feuilles changent de couleur. Et je sais que vous allez me demander combien de temps... Oui, c'est ça, pour faire notre planning. Oui, là je vous conseillerais de prévoir une demi-journée pour ce site, pour bien explorer ces sites magnifiques. Et il y a un autre palais d'été qui ressemble beaucoup au palais d'été impérial, connu également sous le nom de Jardin de la Clarté Parfaite. Rocco, est-ce que vous connaissez ce site? C'est fascinant malgré leur état de ruine. Hein? Et ces ruines sont ce qu'il reste du palais d'été original qui a été détruit par les forces britanniques et françaises en 1860 pendant la Seconde Guerre de l'Opium. L'impératrice douairière Cixi a utilisé des fonds destinés à la marine pour reconstruire et agrandir les nouveaux palais d'été, laissant les ruines de l'ancien comme un rappel de ces chapitres douloureux de l'histoire chinoise. Malgré leur état de ruine, les jardins sont magnifiques. Donc vous pouvez observer les jardins. Ah, d'accord. Ils sont magnifiques avec plusieurs pavillons restaurés et des beaux étangs. Les colonnes de marbre brisées et les fondations des bâtiments détruits évoquent la splendeur passée de ces lieux
D'accord. Et celui sert aussi de rappel de l'impact du colonialisme sur la Chine. Et Hugo, vous savez, à Pékin, les temples sont également très célèbres. Oui, en effet, Beijing abrite de nombreux temples remarquables, témoins de la diversité religieuse et culturelle de la Chine impériale. Les temples du ciel, c'est sans doute le plus célèbre. Là, on est d'accord. Oui, je suis complètement d'accord avec vous. Complexe des temples taoïstes où l'empereur, en tant que fils du ciel, venait prier pour de bonnes récoltes et communier avec le ciel. Ça a été construit au début C'est du communiquer 15e ou bien siècle. c'est... Communier communier. avec le ciel. Donc se mettre en communion, en parfaite liaison avec le ciel. Un rituel. Voilà. Construit au début du 15e siècle sous la dynastie Ming, le temple du ciel est considéré comme un chef-d'œuvre de l'architecture chinoise. D'accord. Pour le temple du ciel, ça divise en combien de parties? Les bâtiments principaux, on a le bâtiment principal, la salle de la prière pour les bonnes récoltes, avec son toit à 3 niveaux couvert de tuiles bleues. Là, c'est vraiment un des symboles de Beijing. D'accord. Et dans sa conception, basée sur des principes cosmologiques et numériques complexes, les bâtiments ont la forme circulaire, sur une base carrée qui représente la Terre, et la forme circulaire représente le ciel. D'accord. C'est sur une base carrée qui représente la Terre. Et les nombres utilisés dans sa construction, le nombre utilisé 3, 9, 12, ont tous une signification symbolique. L'acoustique à l'intérieur est remarquable. Si vous vous tenez donc au centre de la salle et vous parlez, votre voix sera amplifiée par l'écho. D'accord, je ne savais pas, je vais essayer la prochaine fois. Oui, le complexe comprend également l'hôtel circulaire où l'empereur officiait pendant les solstices d'hiver et la voûte impériale du ciel où étaient conservées les tablettes des ancêtres de l'empereur. Voilà. Et un autre temple important, Manon, c'est le temple Lama. Oui, Yonggegong. Il y a voilà, Yonggegong, le plus grand temple tibétain en dehors du Xizang, donc construit au XVIIe siècle comme résidence princière. Il a été converti en temple après que son propriétaire est devenu empereur. Le temple abrite une statue impressionnante du Bouddha, Maitreya, haute de 18 mètres et sculptée dans un seul tronc de santal blanc. Les salles du temple contiennent de nombreuses œuvres d'art bouddhique tibétain, dont des tankas, peintures sur soie, des statues et de mandalas. Et près de là, il y a aussi un temple de Confucius, si je ne me trompe pas. Oui, c'est situé juste à côté du temple de Lama. Et ce temple est dédié au grand philosophe et éducateur Confucius. Il s'agit du deuxième plus grand temple confucéen en Chine, après celui de Tsufu, ville natale de Confucius. Les temples servaient également de lieu d'examen pour les candidats au service civil impérial. Et on y trouve plus de 200 stèles sur lesquelles sont gravés les noms de tous ceux qui ont réussi les examens impériaux les plus élevés sous les dynasties Yuan, Ming et Qing. Donc c'est pas évident d'avoir son nom gravé sur ces stèles. C'est un honneur pour toute la famille à l'époque. Et puis l'empereur va choisir les fonctionnaires d'État de haut niveau parmi les candidats admis. Et Rocco, après les palais royaux, après les temples, Pékin est également connu pour ses routons, ses ruelles traditionnelles adorées par les amis étrangers. Rocco, je pense que vous avez déjà fait ces routons. Pouvez-vous nous en dire plus sur... Oui, les routons sont en effet constituent en effet l'une des caractéristiques les plus charmantes et authentiques de Beijing. Ce sont des ruelles étroites
bordé des maisons traditionnelles chinoises organisées autour des cours carrés appelées Xiewan. Oui, Siheyuan. Et puis, j'ai cherché un peu sur l'internet le mot Wudong vient du mongol Odog qui signifie puits, car ces quartiers se développaient traditionnellement autour d'un puits commun. Voilà, les Wutong représentent l'ancien Beijing et offrent un aperçu fascinant de la vie traditionnelle chinoise. Chaque Wutong a sa propre histoire et son propre caractère, certains datant de plus de 700 ans. Ah Voilà. oui, et après il y a aussi des quartiers comme Nanluo, Guxiang et Horai. Ils sont très populaires aussi auprès des visiteurs avec leurs boutiques, cafés, restaurants installés dans d'anciennes maisons traditionnelles. Ça attire beaucoup de jeunes. Et pour une expérience, qu'est-ce que vous nous recommandez pour visiter comme Hudong? Bon, en tout cas, il dit une façon agréable pour moi, et c'est ce que je conseille aussi à nos auditeurs de découvrir le Wutong, c'est de faire une promenade en pousse-pousse ou à vélo. Vous pourrez ainsi explorer ces labyrinthes des ruelles et découvrir des temples cachés, des marchés locaux et des maisons traditionnelles. Certaines agences proposent des visites guidées qui incluent des rencontres avec des habitants et même des cours de cuisine traditionnelle dans des Xiewan restaurés. Ah oui, les Siheyuan. En fait, les Siheyuan sont traditionnellement habités par une famille élargie. La disposition des bâtiments autour de la cour suivait une hiérarchie stricte. On va en parler dans une autre émission. Et bien sûr, on ne peut pas parler Beijing sans parler de la Grande Muraille, n'est-ce pas, Rocco? Absolument, la Grande Muraille est sans doute le monument le plus emblématique de la Chine. Et plusieurs sections sont facilement accessibles depuis Beijing. Cette structure colossale, construite sur plus de 2000 ans pour protéger l'Empire chinois des invasions nomades, s'étend sur plus de 21 000 km à travers montagnes, déserts et plaines. La section la plus visitée, je pense que c'est celle de Badaling, n'est-ce pas? Oui, c'est celle de Badaling à environ 70 km au nord-ouest de la ville. Badaling a été la première section ouverte aux touristes en 1957 et reste la plus accessible aux installations modernes comme un funiculaire pour faciliter l'ascension. Elle est bien restaurée et facilement accessible, mais aussi très fréquentée, surtout pendant les vacances chinoises. D'accord. Bon, après la Grande Muraille, on va parler de la cuisine pékinoise. Et Rocco, avez-vous des conseils pour nos amis auditeurs quant à la cuisine locale? Oui. D'abord, on va dire que la cuisine Beijing, la cuisine pékinoise, qui fait partie de la cuisine du nord de la Chine, est connue pour ses saveurs robustes et ses plats nourrissants. Le plus célèbre est sans doute le canard laqué de Pékin. Ah, Un d'accord. canard entier rôti dans un four spécial jusqu'à ce que sa peau soit croustillante et d'un brun rougeâtre profond. Il est traditionnellement servi avec des crêpes fines, des oignons verts, du concombre et une sauce sucrée. On a aussi les jiaoji, Ravioli. voilà. On a les zhangjiang mian, qui est un autre plat typique de Beijing. Et pour les amateurs des plats épicés, nous avons le hot pot qui est très populaire, surtout en hiver. Il s'agit d'une marmite bouillante placée au centre de la table dans laquelle chacun fait cuire ses propres ingrédients. Donc, D'accord. n'oublions pas les collations de riz comme les bingtang hongwu, les fruits caramélisés et enfin pour accompagner tous ces plats, Manon, essayez les baijiu, un alcool de grains traditionnel au goût fort et distinctif, ou le thé au jasmine, très populaire à Beijing. Ah, vous nous conseillez à la fois deux boissons, le baijiu, alcool, et le thé au jasmin.
J'hésite lequel je vais choisir. Hein. Et de toute façon, merci beaucoup Rocco pour ce fascinant voyage à travers les anciennes capitales de Chine. Et pour conclure, quels conseils donneriez-vous à nos auditeurs qui souhaiteraient visiter ces villes qu'on a présentées dans ces 3 émissions? Bon, pour visiter ces villes, avant d'abord de partir, comme on a pris beaucoup de temps, je vais rapidement conseiller à nos auditeurs de télécharger quelques applications utiles comme Baidu Maps pour la navigation, Didi pour le taxi et un bon traducteur comme Pleco ou Google Translate. WeChat est également essentiel car c'est non seulement l'application de messagerie principale en Chine, mais aussi un moyen de paiement largement utilisé. Ah, merci infiniment Rocco pour ce magnifique voyage à travers l'histoire et la culture chinoise.